Quand Madame Abderrahmane a lancé l'usine, dit cet ouvrier, elle a commencé par une petite unité de production de lait de chamel pasteurisé. Au début, elle a connu beaucoup de difficultés pour convaincre les consommateurs d'acheter le produit. Mais elle a été obstinée, tenace, elle a réussi à les convaincre. L'idée de départ était simple, rentabiliser le cheptel mauritanien et doter ce pays d'une filière laitage, facteur de développement. Mais les écueils ne manquaient pas, poids des traditions, manque de main-d'œuvre qualifiée, méfiance des Mauritaniens vis-à-vis des industries. Des produits de qualité. Aujourd'hui, l'entreprise Tiviski est leader dans sa branche, fait vivre des centaines de petits producteurs et propose une gamme d'une vingtaine de produits en partenariat avec de grosses firmes occidentales. Les difficultés qui nous ont posé vraiment, qui nous ont donné le plus de fil à retordre, il y a le préjugé traditionnel contre la vente du lait, tout à fait, comme en Afghanistan. Et il y a le manque de main-d'œuvre qualifiée qui est généralisé pour l'Afrique, qui continue. La concurrence du lait importé et surtout des importateurs, parce que ça c'est dans le livre, c'est très compliqué, et la saisonnalité du lait, et qui est la cause de l'usine de lait UHT. Vous voyez la saisonnalité ici. Vous avez ça, c'est les petits pics. Ça, c'est le lait de chèvre, le lait de chamel, le lait de vache, le lait total en rouge. Et vous voyez les pics annuels, assez brutaux. Mais alors là, il y avait eu l'arrivée des premiers concurrents. Et puis là, c'était la sécheresse 2002. Je suis arrivée en Mauritanie au début de juillet 1970. Quand j'ai entendu parler de la Mauritanie, j'étais encore en dernière année d'études d'ingénieur. Et mon projet de fin d'études a été une usine de lait en Mauritanie. En Nouakchott, il n'y avait que du lait en poudre. Donc ça, c'était déjà, on a démarré la production en 1989. Au début, ça n'a pas marché du tout. Au début, c'était une catastrophe. Traditionnellement, c'est une honte de vendre du lait. Et 5 ans pratiquement avant d'arriver à peu près à nous en tirer. Donc, on collectait le lait autour de Rosso. Et puis, ce qu'on faisait, c'est que chaque livraison de lait, matin, soir, il y a une livraison, le type il arrive avec son bidon, on pèse et on lui donne un petit bout de papier qui dit, un petit bon qui dit, monsieur Untel, aujourd'hui, tel jour, a livré tant de litres. Et en fait, on a vu arriver les boutiquiers avec ces bons. Et c'est devenu un petit peu, ça, effectivement, c'est devenu la monnaie dans la vallée. Et toute une économie qui se mettait en branle, et en particulier sur l'aliment bétail pour la saison sèche. Mais ça a eu un impact démesuré par rapport à l'investissement et par rapport à la taille de l'usine. On est arrivé à avoir 1000 fournisseurs. Et les gens calculaient qu'il y avait peut-être 3000 familles qui vivaient de ça dans la vallée. En vendant du lait, ils ont eu des véhicules et des troupeaux et les enfants sont allés à l'école et tout. On a des cas très, très, très exemplaires, mais en fait, je sais que c'était très intéressant. Le grand problème en Mauritanie, c'est que tout le monde veut faire la même entreprise que son cousin qui est à côté. Donc tout le monde ouvre une épicerie. Et ça, pour des entrepreneurs, on en a. Mais le vrai entrepreneur n'est pas celui qui copie quelqu'un d'autre et qui dit, il a une belle voiture, je veux une belle voiture, je vais faire la même chose. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui repère un manque, une opportunité, quelque chose qui pourrait être fait et qui s'en va et qui comble ce manque. Ça, c'est une idée importante qu'on n'a pas ici. Ici, on copie parce qu'on dit, si ça n'a pas été fait, c'est que ça ne peut pas marcher. Et donc, je vais faire ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, ça, c'est le premier problème. Comment résoudre ce problème-là ? Quelque part, il faut qu'il y ait un encouragement aux gens qui se lancent dans quelque chose qui n'existe pas. Le meilleur encouragement, c'est des possibilités tout simplement matérielles, c'est-à-dire du crédit. Et je sais que les jeunes, quand ils pensent start-up, quand ils pensent entreprise, ils pensent informatique. Alors là, les entreprises informatiques, donc tout ce qui est nouvelles technologies, etc., c'est bien parce que ça demande moins d'investissement. Mais les autres, c'est mieux parce que ça produit beaucoup plus de richesse. Moi, je suis très convaincue que la richesse des nations dont parlait Adam Smith, c'est en fait la plus-value.
tout simplement. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle vient de quoi? Elle vient de la production. Et elle se fait dans le secteur primaire et le secteur secondaire. Agriculture, élevage, pêche, industrie, les mines aussi. Ça, je trouve ça tellement important. Que tout ce qui est les nouvelles technologies, pour moi, c'est un petit peu un chapeau à fleurs sur un corps qui n'existe pas. Il faut qu'on fasse une économie productive. La Mauritanie est le pays le moins industrialisé au monde et on avance beaucoup moins vite que tous les autres. Et donc, on est de moins en moins industrialisé, alors que le reste des pays, le Kenya, le Nigeria, tout ce monde-là, ils ajoutent 300, 400%, 2000% à la valeur ajoutée industrielle en 15 ans. Nous, on ajoute 60%. Et à 60% à ce qui était déjà le plus faible au monde. Donc, pour moi, c'est ce problème d'entrepreneuriat, de créer des choses productives, en particulier d'utiliser les matières premières qui sortent du secteur primaire, en particulier des petits producteurs, est central si on veut développer notre pays. Si tout ce qu'on veut, c'est moi je veux gagner des sous et puis les autres n'ont qu'à aller au diable, ça c'est un autre problème. Mais en fin de compte, pour la réussite d'une vie, ce n'est pas très satisfaisant. Par contre, le pays a besoin de valeur ajoutée. Le pays a besoin de gens qui, comme dit Moulay, vont prendre un risque et vont sauter de la falaise en disant « je suis sûr que ça va marcher ». Parce que tous les matins, ils vont se réveiller, ils vont trouver un problème et ils vont le résoudre. Et en fin de compte, ça peut réussir. Maintenant, tout le monde dit Tivisky, on est là pour parler de l'expérience. Tivisky, ouais, c'est un grand... Tivisky a été une bataille de toutes les minutes. Tivisky a été menacé de fermer je ne sais pas combien de millions de fois. Tivisky a été extrêmement difficile. Pourquoi ça a réussi? Par un peu d'obstination et parce qu'il y avait 3000 personnes derrière. Parce que tous les matins, il fallait aller, parce qu'il y avait 1000 éleveurs, leurs familles, les transporteurs, les machins, les commerçants, les boutiquiers, les ouvriers, tout ce monde-là. Tout un monde qui vit autour d'une petite activité. Donc, pour moi, cette histoire de valeur ajoutée est essentielle. Une autre idée que je voulais dire, c'est que les nouvelles technologies, l'informatique, tous les start-up qui fleurissent en Occident, c'est vachement chouette, en fait. Et c'est bien, mais ça s'appelle service pour une raison, c'est parce que c'est au service d'une économie. En Mauritanie, on n'a pas une économie. On n'a pas une économie. On a beaucoup d'importations de produits de consommation, beaucoup de services, beaucoup de commerce, mais on n'a pas une vraie économie qui fabrique une valeur ajoutée qui permet justement d'entretenir tous ces autres petits services, que ce soit aux entreprises, que ce soit aux consommateurs. La majorité des Mauritaniens se lèvent le matin, à midi, ce que disait l'autre, le wazir vedaru yokel maru, le faqir vedaru yokel maru. C'est un vieux proverbe qui dit le ministre chez lui mange du riz et le pauvre chez lui mange du riz. On a un mode de consommation et de dépenses extrêmement limité. Par contre, si vous allez au supermarché, il y a, je sais pas, il y a combien de milliers? Il y a 20 000 produits ou je sais pas combien qui sont importés. Les supermarchés en regorgent. Combien sont fabriqués localement? Tout ce que on a ici, qu'est-ce qui est fabriqué localement? Ce qu'on porte, ça, il y a l'eau, mais la bouteille, hein, ça. Cherchez vos barrettes, hein, rien. Donc, il y a un besoin d'investir surtout et d'entreprendre surtout dans le secteur productif. Ça n'a pas besoin dans des activités productives. Il faut qu'on construise une économie, il faut qu'on fasse de la valeur ajoutée. Et ça, il faut le faire. Pour faire une industrie, il faut un certain nombre de compétences, je pense, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de potentiel, de gestion, des compétences techniques, de marketing, d'administration, financier. En fait, il faut savoir de commercial, tout un tas de choses qu'il faut pour effectivement faire une entreprise plus complexe. Une entreprise, c'est une grosse maisonnée. Nous autres qui sommes des femmes, on sait bien gérer une maison. Une maison, c'est une entreprise. Vous avez le patron, vous avez les employés, vous achetez des choses, vous les fabriquez, vous les vendez à vos enfants, à votre mari, à vos invités. Une usine, une entreprise, c'est un peu ça, mais beaucoup plus grand. Avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus compliqué, mais
Au fond, on sait faire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de savoir comment fonctionnent les machines, comment fonctionne l'hygiène, comment fonctionnent les boutiques, le marketing, d'où viennent les emballages. Il faut les acheter, il faut les importer, il faut comprendre le transport, il faut savoir payer des impôts, il faut se battre avec tout un tas d'administrations. Et ce n'est pas facile, mais c'est à la portée de n'importe qui veut bien se donner la peine d'apprendre. Je pense qu'il faut éduquer les filles comme toujours, c'est-à-dire mais en leur disant tu peux, tu peux comme toujours, c'est-à-dire bien forte, mais on peut entreprendre, on peut étudier, on peut savoir, on peut faire. L'entrepreneuriat féminin est super possible, il est là, il n'y a aucun obstacle. Le seul obstacle est dans la tête des femmes et dans les contraintes réelles, objectives de la vie individuelle de chaque femme. Les Mauritaniens n'ont pas vraiment de problème à travailler avec une femme. Moi, j'ai travaillé un moment en France et les ingénieurs de chez Bouygues, parce que j'étais chez Bouygues, ils disaient « Oh, moi, je ne travaillerai jamais sous les ordres d'une femme. » Les mecs français, jamais. Bon, ici en Mauritanie, je n'ai jamais, je vais vous dire, ça expérience, je n'ai jamais eu un problème. Ça, c'est le plus important que je peux vous dire, du fait d'être une femme. Je n'ai jamais senti, ni du point de vue des ouvriers, ni des cadres, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit, que j'étais une femme. D'accord ? Je viens, je dis il faut faire, ou je viens voir un tel, j'ai un problème. On ne m'a jamais fait sentir qu'il y avait un problème. Et j'étais très surprise une fois parce qu'il y avait une femme qui avait un projet et j'ai appris qu'à la Banque centrale, il y avait des cadres à la direction du crédit qui disaient non, son projet ne va pas réussir parce que c'est une femme. Et je tombais des nues parce qu'effectivement, ce n'est pas habituel ici. Et ce n'est pas habituel que des hommes disent une femme ne peut pas réussir. Au contraire, il y a un certain préjugé favorable. Est-ce qu'en étant un peu blanche, je suis un homme honoraire? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense qu'il y a un réel respect pour les femmes, il y a une réelle considération, comme partout, comme toujours, comme dans tous les pays, on est obligé de se prouver un petit peu plus. Ici, pas 2 fois plus, juste un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est aussi compétente. Il faut montrer qu'on est compétente. Mais une fois qu'on a montré qu'on est compétente, les hommes n'ont pas de problème. Ni les ouvriers illettrés, ni les cadres. Si on est compétent et on dirige correctement, ça marche. J'ai eu un financement initial, donc le coût initial de l'investissement était d'1,5 million de francs, dont 1 million de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, à 9% sur 7 ans. Ensuite, il a fallu se débrouiller sans financement jusqu'en 2001, et à ce moment-là, pour faire l'usine de l'EUHT, j'ai emprunté 2 millions d'euros, un à la caisse, un à la Proparco et ses filles, c'était 500 000 chacun, et 1 million à la Banque européenne d'investissement. Les deux, tous ces prêts-là, c'était presque entre 9 et 10%. C'est très court. Et les seules subventions ou aides qu'on a obtenues, il y avait un TCP de la FAO consistant en un expert et un petit peu de matériel en 1994. Et avant ça, la coopération française nous avait donné 2 petites cuves de 500 litres. Pour le reste, c'était débrouillé. Jusqu'à présent, il y a des solutions que moi j'appelle vertueuses, qui ne donnent pas trop de résultats. Il y a le fair trade. Bon, c'est bien, acheter 2 centimes de plus le café, c'est peut-être bien, mais la valeur ajoutée, elle est ajoutée ailleurs. Les coopératives que j'entends beaucoup préconiser pour faire tout ça, les coopératives, peut-être ça marche là où les gens font une éducation secondaire, mais croyez-moi, en milieu nomade, les coopératives, c'est du pipeau, ça ne marche pas. Si vous dites je donne de l'argent qu'aux coopératives, vous aurez des coopératives sur le papier, en vrai, les gens ne peuvent pas mettre leur lait dans le même bidon. La vente directe aux voisins, les petits trucs de village, le farmers markets, tout ça, ça sauve la subsistance, ça sauve une agriculture de survie, mais ne conduit pas au développement.